L'idée de départ, ça a été le projet du Center Park. J'en ai entendu parler comme tout le monde. C'est vrai qu'on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, on est à 1 heure de route. Et ils en parlaient au village. C'était en 2007. Il y avait ceux qui étaient pour, qui disaient que ça créerait de l'emploi, de la richesse. Ouais. Il y avait ceux qui étaient contre, en disant que c'était un projet financier, que c'était un projet de tourisme massif et que la nature n'avait pas besoin de ça. D'autant que le lieu est protégé puisque c'est une zone humide. Donc c'était les arguments contre à l'époque. Donc moi j'en discutais un peu avec les gens du village. Je n'avais pas encore connaissance de la ZAD, on était en 2007 je crois. Et ensuite j'ai entendu parler de la ZAD par le biais de Notre-Dame-des-Landes. Il m'intriguait une communauté dite horizontale, où il n'y a pas de hiérarchie, qui se revendiquait d'un certain anarchisme libertaire. Je suis allé voir des vidéos d'eux et j'ai été aussi sensible au côté esthétique. Leur tenue, leur âge. C'est principalement des jeunes. C'est principalement des jeunes. Le côté un peu roots, les crêtes, tatouages ethniques, punk à chien, etc. Ouais. Auquel j'étais pas insensible. Tu te serais bien vu il y a 30 ans en arrière faire partie de leur bande, quoi. Voilà, sans insister là-dessus, c'est pas faux. Ouais, c'est ça. Voilà, et d'ailleurs c'est pour cette raison que j'ai choisi dès le départ de filmer en noir et blanc. Je trouve que le noir et blanc est une dimension esthétique qui a un peu tendance à épurer. Et puis filmer en forêt, c'est pas facile, il y a beaucoup de vert. Le vert, c'est pas une couleur terrible au cinéma. Puis il y a beaucoup d'arbres, des lignes, des choses comme ça, donc c'est très confus, quoi. Ouais. Je me suis dit, avec du noir et blanc, ça nous permettra d'épurer. Voilà, et donc... Et ça cache un peu la misère quand même, le noir et blanc. Alors, ça cache pas forcément la misère, par contre, ça peut cacher certains aspects qui peuvent être un peu dissonants. Par exemple, des bâches de couleurs qui sont sur les toits des cabanes, des choses comme ça, Quand je dis ça cache la orange, misère, bleu c'est ça. vif, des choses comme ça. Ça cache la misère, quoi. Des trucs qui traînent, des choses comme ça. Effectivement, comme tu unifies la couleur, tu unifies un peu l'image. J'ai choisi d'aller les voir et après ils m'ont reçu vraiment très, très aimablement, tout de suite. C'est seulement après que, j'allais dire que les ennuis ont commencé, non, mais que c'est devenu un peu plus compliqué. Oui, forcément, tu arrives avec des caméras, C'est-à-dire que... d'où tu viens, qui tu es. Pas tant d'où je viens et ce que je veux, mais beaucoup le rapport à l'image. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un groupe qui est dissident par rapport à la loi, où les personnes qui en font partie sont réticents à montrer leur véritable identité. Ils sont tous sous pseudo, donner leur nom, à donner, et encore plus à donner leur image. J'ai répondu à ta question. Ouais. Ouais. Et maintenant, pourquoi ils ça n'existe pas? Peut-être parce que ça n'existe pas, là. J'ai regardé. Ouais. Dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Non, parce que c'est un mélange des deux. C'est ça. Féminin et masculin. C'est ça. Ben voilà, t'as répondu toi-même, c'est-à-dire que ils, c'est une contraction du pronom personnel il et elle, qui est souvent employé dans les milieux altermondialistes et non sexistes, justement pour désigner un troisième genre, masculin, féminin, transgenre, voilà, et englober ça dans l'idée d'une seule et même personne. Et moi j'ai trouvé vachement intéressant parce que... On n'y avait pas pensé. D'abord on n'y avait pas pensé, et puis ça n'inversait pas la hiérarchie. Le masculin l'emporte sur le féminin, ça la rééquilibrait, tu vois. Le masculin, le féminin, le transgenre étaient mis à la même personne. Et en fait, au départ, tu parles pas du tout de la ZAD de Roibon, tu parles des zadistes. On est d'accord? Oui. C'est ça. Mon vrai sujet, c'est les zadistes. D'accord. Et non pas le Center Park. Et non pas la ZAD de Roibon. Ça en fait partie, forcément. C'est plutôt les gens. Je suis arrivé avec le projet de parler de la ZAD de Roibon, du projet de Center Park. Ouais.
Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que pour eux et elles, le projet de Center Park était plus finalement un prétexte pour installer leur lutte à cet endroit, Ça, même s'il y a un fond réel de militantisme anticapitaliste altermondialiste et anti-grands projets inutiles. Tu vois. vis-à-vis de l'État, même si c'est un groupe, privé qui investit, qui achète un bout de terrain à l'État pour en faire un complexe touristique. Avec des financements publics aussi. Avec du financement public, Avec forcément. beaucoup de financement public. Les infrastructures, Avec une défiscalisation, avec financement du département, de la région, de l'État. C'est bien pour ça. Voilà, ouais, l'Europe. Donc c'est bien un des nœuds du problème. C'est-à-dire que c'est un groupe foncier privé au départ, comme tu dis, qui utilise une grosse partie d'avantages fiscaux et de subventions pour son propre profit. Et si ça avait été, par exemple, tiens, on parle de ça, une entreprise qui vient investir en France et qui construise une usine, je sais pas, de construction de bagnoles, par exemple, et puis qui crée, par exemple, 500 emplois, ça aurait posé un problème au niveau des zadistes, et tu crois qu'ils se seraient mobilisés autant que ça? C'est la question que je leur ai pas posée. Ok, alors on la fait celle-là. I2LES. Ils. Ils, pronom de la troisième personne du pluriel neutre, désigne une personne dont le genre est variable, inconnu ou androgyne. Il est utilisé dans le cadre d'un langage non sexiste. Ils se définissent comme une construction d'autre chose, un laboratoire d'alternatives, une école de vie aussi, la mise en pratique du concept libertaire et anarchiste en réponse aux grands projets inutiles. Notre-Dame-des-Landes, Sivins, Notave, Center Park de Roibon, depuis toujours les opposants se regroupent en communauté. Anarcho-libertaire peut-être. Pour eux, Roibon, c'est surtout une école de vie. Aujourd'hui, on les appelle ZAD, mais nombreux sont ceux qui ne se reconnaissent pas d'appartenance particulière. Center Park, c'est 5000 personnes, 1000 cottages, répartis sur 200 hectares autour d'une bulle tropicale de 30 000 m3 chauffée à 29 degrés toute l'année, pour permettre aux touristes de se baigner au milieu des bananiers et des crocodiles en plastique. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé le jeudi 16 janvier 2015 un arrêté préfectoral autorisant la destruction des zones humides et des espèces protégées dans la forêt de Chambaron. Les zadistes, eux, ont bloqué le chantier et occupé la forêt déjà depuis 8 mois, puisqu'ils sont arrivés le 30 novembre 2014. 2014, le préfet signe un arrêté au titre de la loi sur l'eau. Le défrichement commence quelques jours plus tard. Les zadistes arrivent à Roibon. Des centaines d'opposants s'installent sur le chantier. Là, ils ont laissé quelques arbres pour faire des semenciers, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, on est un peu, enfin, moi et d'autres, on est un peu partis de quasiment de zéro, quoi, sur la connaissance de la forêt, sur la manière dont elle est gérée et exploitée. Et de se rendre compte de ça, moi, ça m'a donné envie d'apprendre, de comprendre, pour
pour pas parler dans le vide aussi, quoi, pour savoir un peu de ce qu'il en est et pour pas rester cantonné au sujet de Center Park. Ça m'a donné envie de prendre un peu plus de recul et de voir la forêt aujourd'hui un peu plus dans son ensemble. Et ça a permis de faire plein de liens avec plein de choses qui se passent ici, de commencer à avoir des rencontres avec des professionnels amis ou pas, d'aller voir des gens de l'ONF, on a été voir des bûcherons, on s'est mis en contact avec d'autres collectifs et d'autres personnes qui s'intéressent aux forêts. Sur le flanc gauche de cette cabane, Akaba, vous allez trouver un acronyme ACAB, qui signifie All Cops Are Bastards. Moi, je suis arrivée ici au printemps dernier. À l'époque, j'étais étudiante et je m'étais fait embarquer un peu dans cette histoire. Ouais, il y a une zone à défendre qui s'est montée à Roibon. Et là, voici donc Saboté, qui, comme son nom l'indique, a été saboté, qui est une cabane barricade. Sabotée par des pro-Center Park, des milices pro-Center Park. Regarde, je chante même quand je monte. La Maquisade, qui est la seule habitation dure. C'est une ancienne maison forestière et vous allez découvrir la scène qui accueille pas mal d'activités et entre autres des groupes de musique pour des concerts assez réguliers. Chocolat caramel ou chocolat? Non, pas fait. À 133. 133 divisé par 2, 66,5. Qui repart sur ce 132, forcément je trouve des trucs qui ressemblent et qui sont pas le bon. T'avais demandé à Tito aussi, Gilles? De quoi? À sud, protégés de l'intrusion des gendarmes mobiles, des pro-Center Park et des bulldozers par un fortin barricade, ils renforcent chaque jour leur habitat. En ce moment, c'est la construction d'une cabane qui les mobilise. Baptisée dans un premier temps La Castagne, elle trouvera bientôt son nom définitif. Entre les cabanes, les tentes, les abris précaires et les camions disséminés ici et là sur les 200 hectares, c'est une vingtaine de points de surveillance contre les intrusions qui sont installés. J'en choisis 2, Sud et Maquisade, pour éviter de me perdre en forêt moi aussi. Donc vas-y, petit Suisse, dis-moi ce que c'est. Explique-moi. Ouais. Ben, les 2 chevrons du bout. Ça fait combien de temps que vous êtes dessus? La maison? Ouais. On a commencé il y a quoi, 2 mois? Ouais. Là, on a monté la charpente il y a 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on fait les planches. On fixe. Voilà. Je sais pas. Elle s'appelle Castagne, c'est ça? Ouais, on pense. Non, Tout est en c'est pas châtaignier. sûr. Hein? Bon, c'est pas hyper sûr, mais c'est ce qu'on pensait. Tout est en châtaignier. Ça fait castagne, ça fait barricade. Je sais pas, moi j'ai entendu dire que c'était comme ça que vous l'aviez baptisé. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on doit finir. On verra.
castagne. Et toi, tu dors ici en ce moment? Ouais. Ouais. Ça y a pas trop d'humidité? Voilà, on est dans la cabane. Mercredi 8 juin 2016. Drame à Sud aujourd'hui. Plusieurs chiots sont atteints de parvovirose, une gastro-entérite virale très contagieuse, fréquemment mortelle. Le visage de Ben est plus émacié que jamais. Son regard flotte au-dessus du sol. Son chien Trolito est mort avant-hier. Il me détaille les scènes les plus pénibles de leurs derniers instants à Palette. L'odeur de sang, de vomi, de merde, de mort qui a pénétré les couvertures, le plancher, leurs vêtements. Ils s'apprêtent à tout javeliser. Ils ont incinéré leur chien, maintenant foyé pendant 24 heures pour être sûr de ne pas y retrouver des os ou des dents. Pas de service d'incinération, d'hygiène, pas de vétérinaire, ils plongent sans filet dans chaque instant de leur vie. J'imagine qu'ils ont pleuré, chanté, dansé, picolé, fumé, non-stop. Mon univers rationalise, ce n'est qu'un chiot, aseptise, et puis évacue. Le leur est une fontaine émotionnelle permanente. Parce que moi je voulais plus en entendre parler. Clairement. Enfin, je venais de Notre-Dame. Tu venais de Notre-Dame? Ouais, j'avais juste envie de me reterrer dans une grotte parce qu'en fait, quand je me suis retrouvé à la rue avant d'essayer de me réinsérer, je suis venu à un moment me terrer dans des bois. Je voulais plus voir l'humain. Enfin, Ouais. Il me dégoûtait à tel point que je voulais même plus avoir affaire. Je me suis senti vraiment animal, quoi, parce qu'il n'y a qu'avec eux où je me sens bien et que j'arrive au final où il n'y a pas ce rapport, si j'ai un rapport de dominance avec mon chien, parce que des fois je lui dis coucher, non tu fais pas ça, donc forcément il y en a un. Mais de bienveillance aussi. Ouais voilà, on n'a pas trop le choix d'avoir ce rapport là, mais il est plus simple. C'est plus simple pour moi de communiquer avec les animaux que les humains. Il y a tellement de codes faussés que c'est dur. Mais comment je suis arrivé ici, ouais, c'était ça. Moi, j'ai quitté Notre-Dame. Je voulais reprendre la route, je voulais juste souffler un peu, voir autre chose. Je suis tombé à Nonnet. Une zone où on essaye de tirer le son de nos erreurs, qu'on essaye d'avancer ensemble, plutôt que de se tirer dans les pattes. Bon, en vrai, c'est très délicat, mais on essaye au moins, je trouve. Même si on se bute souvent, arriver à s'entendre sur un mot, sur une réaction, arriver à s'entendre. Précision, quoi. Je sais pas si on appelle vraiment ça comme ça, en fait. Je dis ça, mais ça me paraîtrait logique que c'est pour c'est pour finir. faire de la précision, mais après, je sais pas trop. Même si on n'a pas la même définition, la même vision des choses, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes qui étaient dans cette idée de construire ensemble, de vivre ensemble, d'essayer d'arriver à une certaine harmonie, quoi, même si on se braque souvent les uns les autres, mais au final, je trouve que ça avance. Mais bon, le seul truc qui est délicat, c'est que on se concentre souvent plus sur le négatif que le positif. Parce qu'en fait, heureusement qu'il y a des gens extérieurs qui viennent, parce qu'ils me font me rendre compte aussi de tout ce qu'on arrive à construire, de tous les trucs positifs qu'on met en place. Mais que nous, en fait, en interne, on se braque vraiment sur ce truc négatif. Bon Ben, je suis en train de faire un petit film, là, tu peux nous expliquer à quoi elle va servir cette planche? Là, je pensais faire une planche, mais je sais pas comment arriver à gérer cette courbure. Donc voilà. Ouais. Donc je pense que je vais la mettre de côté et elle va servir à faire les tuiles. Ah oui, d'accord. Ouais, les tuiles en fait, je vais pouvoir faire 2-3 tuiles, 2-3 velcules. Là c'est pour faire exactement le plancher qu'on doit continuer. Là. Ouais. Donc là je vais attaquer l'autre et je vais essayer de gérer cette courbure. Le plancher de cette cabane qui s'appelle... La castagne, l'auberge du petit chien galeux. Alors pourquoi l'auberge du petit chien galeux? Mon petit chien qui malheureusement n'est plus là. Ouais. Les petits chiens galeux. Et qui s'appelait? Trolito.
Quelque chose d'une cathédrale. Ouais, c'est le principe viking en fait, donc c'est l'idée de la charpente viking et ça ressemble vraiment à ça, sans le vouloir d'ailleurs. En plus, vu qu'il a rajouté l'extension qui n'était pas prévue. Ouais. C'était encore un délire ça? Ouais, bah oui, mais c'est que ça en fait, hein. C'est que des délires. Enfin... De toute façon, Mi-Suisse se réveille un matin, il a une idée, il met sur le papier, ok ça marche, d'accord, je le fais. C'est pour ça qu'on arrive à s'entendre aussi, c'est qu'on est tous aussi fêlés les uns que les autres. J'y suis allé en essayant de filmer une communauté. Et de leur part, c'était non. Non, parce que s'il y avait un groupe trop important de personnes, il pouvait y avoir dans ces personnes quelques-uns ou quelques-unes qui refusaient l'image. Et voilà, donc il ne fallait pas déroger à cette règle-là. Il fallait l'autorisation de tout le monde. Il fallait l'autorisation de tout le monde. Donc en fait... Ils vivent vraiment en démocratie. Complètement, ouais. C'est ça. Ouais. Enfin, c'est même une démocratie particulière, puisque c'est une démocratie horizontale, où les décisions ne se prennent finalement qu'à l'unanimité. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de leader. Vraiment, j'ai passé 10 mois là-bas, je peux te dire qu'il y a des gens qui ont plus de charisme que d'autres, mais il n'y a aucun leader. Et les décisions se prennent de manière... Il faut arriver à... Le 49.3. Il faut arriver à ce que tout le monde soit d'accord. Ce qui est évidemment, au point de vue démocratique, une grande force. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait adhéré. Faut être convaincant. Il faut être convaincant. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont souvent une faculté... C'est aussi ça qu'ils apprennent ensemble, c'est-à-dire qu'une faculté d'arriver à se convaincre les uns des autres, ou alors on ne fait pas. Le frein étant que la moindre décision peut parfois prendre des semaines, surtout que le portable, la montre sont des choses qu'ils ont un peu laissées au vestiaire. Et donc pour les joindre, pour arriver à... Il faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est-à-dire que j'arrivais, je ne savais jamais ce qui allait se passer à l'avance. Je prenais rendez-vous avec une personne, la personne était partie, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas quand elle reviendra. Il y a beaucoup de mouvements entre d'une ZAD à l'autre, ou même d'un point à un autre. Ils ont un réseau qui est assez étendu, mais qui est très, très, très fluctuant, quoi. Voilà, donc tu sais pas où sont les gens, ils sont partis, tu sais pas quand ils reviennent, donc tu fais avec ceux qui sont là, quoi. Mais c'est un groupe de personnes qui s'est formé par rapport à cette lutte-là, avec cette même idéologie de lutte, mais où les idéologies de vie et de respect n'étaient pas forcément les mêmes. Et du coup, il y a ce groupe collectif qui se monte, avec lequel on vit, mais avec lequel on n'a pas choisi de vivre, et ça c'est vachement paradoxal, et puis c'est super compliqué du coup. Parce qu'en fait, en même temps, on est obligé d'apprendre à se connaître pour pouvoir avancer, et en même temps, on est obligé de tout de suite créer et de s'organiser, parce qu'on est dans une lutte. Et du coup, c'est deux directions qui sont super compliquées à mettre les unes avec les autres. C'est vraiment... ça prend du temps en fait de connaître une personne, ça prend du temps de savoir comment l'apprivoiser, qu'est-ce qu'elle supporte ou qu'est-ce qu'elle ne supporte pas. Et puis ça prend du temps de mettre des projets de lutte en place aussi. Et du coup, c'est moralement parlant et énergétiquement parlant, c'est vraiment compliqué de vivre sur ce genre de zone aussi. Pour moi en tous les cas. Dès le moment où tu es un peu fatigué, en fait... si t'as pas ton petit espace où tu peux te recueillir, et t'es toujours avec du monde en fait. Les matins tu te lèves et puis si t'es de mauvaise humeur, c'est pas grave, t'es avec des gens quoi. Et puis t'es obligé de composer avec ça, et puis t'es pas obligé. Tu te dois de pas leur imposer ta mauvaise humeur, du coup tu la gardes, et puis t'as pas le droit de faire la gueule quoi. Parce que c'est pas chouette, parce que les copains et les copines qui sont là, ils ont pas décidé quoi. Non mais ce que je veux dire c'est que ouais, pour moi, la vie, ça fait, je sais pas. On peut pas plomber les autres juste parce qu'on n'est pas bien. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Après, maintenant, là, ça fait toutes les personnes que tu rencontres ici, depuis le début de ton projet, on est toutes des personnes qui se connaissent plus ou moins bien, parce que ça fait pratiquement 1 an qu'on vit tous ensemble. Et du coup, là, ça commence à... Il y a des choses qui commencent à se mettre en place quand même. Au bout d'1 an, tu vois. C'est énorme. Ça commence à être
Plus ou moins naturel. Ouais, ça commence à stabiliser là, on commence à enfin un peu se connaître, à savoir comment on réagit, à faire attention à ce qu'on peut dire avec certaines personnes. Le film s'est un peu transformé au fil du temps et il est plus devenu le témoignage de certains et de certaines qui acceptaient de manière dualiste de discuter avec moi que des moments de vie comme par exemple des fêtes ou des concerts où là on me disait non, tu peux pas. D'accord. Voilà. Donc ça a transformé le déroulement du film. Si, tu peux venir. Mais tu filmes pas. Mais tu filmes pas. D'accord. Voilà. Ils ont quand même leur petit jardin secret quelque part pour Tout à fait. vivre quoi. Ouais, leur jardin secret et aussi certaines décisions qu'ils peuvent prendre, qui peuvent être éventuellement non légales. Donc il ne faut pas que je puisse garder une trace de ça, quoi. Bien sûr, forcément. Oui, bien sûr. Forcément, s'ils ont des actions à mener ou des... D'accord. Je pense que si je suis venue ici à Roibon comme d'autres personnes, comme femmes ou autres, en fait on est quand même nombreux et nombreuses à être venus ici pour réapprendre des choses, en quête d'autonomie, quoi. Et pour les femmes, je trouve que le féminisme, c'est une grosse part de cette recherche-là. En fait, on va concrètement, il y a 2 jours, j'ai essayé d'apprendre à me servir une tronçonneuse, alors qu'autour de moi, j'avais 3 gars qui, en fait, sont adorables, mais ont peur de me voir faire parce qu'ils ont peur que je me fasse mal, parce que du coup, ils vont être tendus. Alors que c'est pas à moi de les détendre parce que je veux pas être maternante avec eux, mais je vais pas non plus les brusquer et leur mettre la tronçonneuse sous le nez. Du coup, c'est tout le temps, quoi. Tout le temps, et je vais apprendre ces choses-là tout le temps. Mais l'exemple de la tronçonneuse, c'est un bon exemple. Ouais, c'est chouette. Que tu sois un homme ou une femme, la première fois que tu te sers d'une tronçonneuse, tu es maladroit. Oui. Mais je trouve qu'on va plus laisser le temps à un homme de se planter qu'une femme. On va vouloir protéger la nana, quoi. En fait, on était 2 à ce jour-là à utiliser cette tronçonneuse et à être pas très très expert avec. Et en fait, le gars, même si c'était dangereux ce qu'il faisait, on l'a laissé faire. Ouais. En disant, de toute façon, s'il se fait mal, c'est pas tant pis pour lui, mais genre, je peux moins faire quelque chose, quoi. Et les autres gars ont vachement plus réagi quand c'était moi qui portais cette tronçonneuse, parce que si moi je me fais mal, en fait, je sais pas, soit ils vont se sentir responsables, coupables. Ouais. Mais c'est complexe, et à chaque fois c'est des situations, c'est ça que j'aime bien avec ces idées-là aussi, c'est que dans chaque situation il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent, et je peux pas juste plaquer une grille de lecture féministe et me dire ok là je suis une nana, il faut absolument que j'apprenne à me servir d'une tronçonneuse, du coup les gars je les emmerde, et en fait un peu oui mais pas que, quoi, il y a plein d'autres choses. Mais c'est un bon exemple cette tronçonneuse, parce que moi je trouve que c'est ça qui est, entre autres, qui est intéressant ici, c'est-à-dire que on peut, dans certains cercles, on peut parler, et on parle depuis 10, 20, 30 ans, de définir l'antisexisme, le féminisme, le genrisme, etc. Le genre, pardon. Et je trouve que c'est intéressant. C'est pas la seule grille de lecture, mais c'est une grille de lecture intéressante que vous mettez en application ici. C'est-à-dire que, à un moment donné, moi, femme, il y a des hommes autour de moi, je prends la tronçonneuse et j'essaie de la faire marcher. Et là, on parle de choses concrètes, de sécurité, de danger, de comportements ancestraux, de protection, de choses comme ça qui sont pas... on parle ni en bien ni en mal, on parle pas en jugement de valeur, mais on dit bah tiens voilà, là j'ai observé ça, quoi. Ouais. Il y avait une confiance qui était réelle entre eux et moi, mais en même temps, ils savaient très bien que l'objectif de ces images était d'être publiées un jour, et non pas d'être publié entre soi, c'est-à-dire un film qui circulerait à l'intérieur des ZAD, voilà, parce qu'ils ont ce système-là, qu'ils appellent les automédias. Ouais. C'est aussi ça, moi c'est en grande partie ça que je suis venue chercher dans des endroits comme ici, surtout ici en fait. C'est cette mise en pratique, quoi. Parce que justement on a démarré là sur la question assez conceptuelle de antisexisme ou féminisme, et à la base c'est le genre de questions que j'aime, parce que moi j'aime les distinctions entre les mots, j'aime bien réfléchir aux concepts, etc. Mais là
j'ai décidé sur la question du féminisme comme sur d'autres questions, de prendre ça par un autre chemin. Et, qui est celui de Qui est celui de la pratique. Ouais. La pratique des situations d'accord. concrètes et de l'intériorisation de tout, la réflexion sur soi. Et du coup, petit à petit, je commence à revenir en ce moment vers les questions, vers la question de comment penser tout ça en fait. Du coup, c'est intéressant, la question est vachement chouette, mais je suis en train à peine d'y revenir et de me demander comment je vais le faire pour pas retomber dans de la réflexion théorique. Comment est-ce que maintenant je vais transposer ma pratique dans de la pensée, quoi. Ouais. Car ils bourgeonnent, où que décembre gêne, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune noire en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que elle de nul de souhait impossible, elle nue. Aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants. Possède pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier, garanti 10 ans. Oh les gens bien heureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement en grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils rendent tous leurs désirs, le vœu par-dessus monde, et boivent des mers et vents, et loin des esclavages. L'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra ces pauvres gens, ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous. Mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, jeunes oies défiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. Et le peu qui viendra de Zabou, c'est leur fiante. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Parce que aujourd'hui, on pourrait quasiment dire qu'il y a un féminisme d'État, quoi. Il y a un féminisme institutionnel. Il y a des femmes politiques qui se disent féministes et qui mettent en place des choses sur lesquelles, sur certains points, moi je les pense intéressantes, et sur d'autres points je vais les penser protectionnistes, ouais c'est ça, il y a quand même beaucoup de points sur lesquels je vais différer avec elles. Ou alors je vais penser qu'elles vont pas assez loin, ou qu'elles essayent. Parce que par exemple, un des travers qu'on peut avoir, je pense, une des difficultés pour les féministes, c'est d'arriver à faire accepter les idées. Donc du coup, c'est des différences de position, mais c'est aussi des différences idéologiques. Est-ce que je vais plus ou moins refuser le dialogue avec celles et ceux qui sont réticents à ces idées et qui du coup vont réagir en opposition? Est-ce que je vais poser quand même coûte que coûte mes idées? Est-ce que je vais rentrer dans le dialogue? Mais si je rentre dans le dialogue, comment je fais pour pas retomber dans le rôle de la femme arrangeante, la femme qui sourit, qui utilise ses charmes pour convaincre, etc. C'est hyper délicat. Comment est-ce qu'on va se positionner? Comment on va manier ces idées qui sont hyper riches, quoi. Mais moi, ça fait 1 an que ça me traverse et que ça change ma vie
ça arrête pas de changer ma vie, quoi. Regardez les vieux coqs, jeunes oreilles défiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut que. Et notre pote qui viendra, deux à vous c'est leur fiante, les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. On est arrivé le dimanche 30 novembre 2014, me raconte Chico. Et on prend possession du terrain devant les caméras et les militants anti-Center Park. On baptise la baraque Maquisade et tous les jours de la semaine suivante, on va repérer les 200 hectares à occuper, ralentir l'avancée des machines en se mettant délibérément dans la zone de sécurité, monter les premières barricades. On a forcé la porte des algécos des types du chantier, détruit tout ce qu'on pouvait, balancé le reste dans les barrages. On a tagué, on l'a appelé ACAB. Puis un matin, les machines ont disparu. Les architectes, les forestiers ne sont pas revenus. Fin des travaux. Au début de l'occupation, tout le monde vit dans cette maison. Un foisonnement incroyable, nous raconte-t-elle. Il y a eu durant ce premier temps des coups de pression entre les partisans du projet et nous, mais aussi des tensions en interne, notamment dues à l'alcool et aux drogues. C'était vraiment chaud. Malgré tout, cet hiver 2014 permet de commencer la construction des premières cabanes. Cet hiver constitue le comble de la lutte physique, de la tension et de l'âpreté de l'existence sous un mètre de neige, dans des lieux de vie en cours de construction et totalement insalubres. Femmes et hommes y contribuent à part égale, s'entraînent à grimper, à dormir dans les arbres, à circuler d'un châtaignier à l'autre, à prendre des coups et à les rendre. Les modes de vie punk, hippie et militants altermondialistes se mélangent ou s'affrontent. Une diffusion plus large, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéressait c'était d'aller montrer ces images et montrer ces témoignages à des gens qui ne seraient pas venus d'eux-mêmes dans une ZAD, avec l'idée de leur dire, bah, vous voyez, ces jeunes, ce qu'ils font est discutable, mais discutons-en, parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais aussi, mais ça ne correspond pas forcément à l'image qu'on peut en avoir avec certains préjugés. Je sais pas, ils sont jeunes, ils sont sales, c'est des black blocs, ils sont violents, voilà. Des punks à chiens, des punks à chiens, etc. Donc, et voilà. Ces gens-là, quoi. L'idée était un peu d'interroger ces préjugés pour voir si, je ne savais pas à l'avance, si j'allais peut-être rencontrer, confirmer ces préjugés ou alors les infirmer, quoi. Ah, bien sûr. Et là, on peut dire que c'est vraiment infirmer les préjugés qu'on veut nous faire croire. Je sais pas, c'est le spectateur qui en jugera. Comment tu viens de dire la façon de militer ici se traduit la manière consciente de militer ici est traduisible de multiples façons. Et en même temps, c'est ce qui est assez fascinant, et en même temps, j'ai l'impression que c'est ce qui est difficile pour vous, quoi. Mais c'est difficile parce que c'est une histoire de base commune, je pense. C'est quand à la fois, tu vois, dans l'espace, dans nos espaces, on crée des espaces communs, on construit des espaces communs. Et puis du coup, on crée aussi des espaces communs d'interaction, de fonctionnement. Et ça, nos bases communes, elles sont pas si évidentes que ça, quoi. Oui, mais ça, c'est l'histoire de tous les militantismes. Et puis même... Oui. Ouais, mais en fait, vu qu'il n'y a aucune structure, nos structures, elles se tissent au fur et à mesure du temps, consciemment et inconsciemment. Avec des repères et des codes, soit tacites, soit qu'on visibilise, quoi. Tandis que Bergère s'apprête à jouer de vieux airs tziganes, une rencontre s'organise à la Maquisade sous le regard de mon objectif. Un bon copain à moi rencontre Hills ce samedi 9 octobre 2016. Ce même jour, à Notre-Dame-des-Landes, plus de 15 000 bâtons s'élèvent contre l'expulsion prochaine de la ZAD par l'État. Je relève alors un certain hasard du calendrier. J'ai rencontré Hills le 22 mars. Le jour des attentats du métro de Maelbeek, et dans la nuit du 31 mars, une des premières manifestations contre la loi El Khomri donnait naissance à un collectif d'occupation
au théâtre Garonne, à Toulouse, collectif qui allait bientôt engendrer les Nuits debout. Ce samedi 9 octobre, un bruit commence à courir à la ZAD de Roibon. Le tribunal administratif de Lyon rendra sa réponse sur la reprise du chantier le 3 novembre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les convulsions de notre société résonnent au fond des bois de Chambaran. Je laisse la parole à Matt et François réunis dans la bibliothèque de la Maquisade, bibliothèque salle de musique. Parce que j'ai fait grève par rapport à cette loi au travail, t'en as entendu parler? Ouais. La loi El Khomri. Il y avait un mot d'ordre qui disait, c'était on veut pas de cette loi et de son monde. Et de son monde, ça veut tout dire. Ouais. Ça veut dire Center Park, ça veut dire Bure, ça veut dire Sivins, ça veut dire Notre-Dame-des-Landes. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Avec quelques copains, on avait écrit ça sur les murs, puis il y en a plein d'autres qui l'avaient écrit ni loi, ni travail. C'est ça. Après, bon, voilà, c'est ce qu'on met derrière le travail, c'est le salariat, la subordination, etc. Mais l'aliénement, Après, bon, c'est peut-être des manœuvres politiques qui n'ont pas été gérées comme il faut, mais la loi travail, si elle avait été auparavant passée par des réformes politiques, c'est-à-dire la réforme des sénateurs, la réforme des machins, des pouvoirs en place, elle serait passée comme une lettre à la poste au travail. Mais le problème, c'est qu'on tape toujours sur les mêmes. C'est-à-dire, je vois pas trop. Ça veut dire que s'ils avaient réformé les sénateurs, réformé la Ve République, s'ils avaient réformé en fond le système politique, au travail, ça serait mieux passé. Mais le problème, c'est qu'on tape toujours sur les mêmes. Ouais. Oui, mais de toute façon, et quand on dit on ne veut pas de cette loi ni de son monde, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que, au bout d'un moment, il y en a marre. La mondialisation, le système financier, on voit où ça mène, il y en a marre. Et pour toi, ce Center Park, est-ce qu'il y a plus d'intérêt qu'autre chose? Il y a un intérêt à lutter contre le Center Park, mais effectivement, je ne le mets pas en... il y a tellement de choses. Il y a le nucléaire, par exemple. Finalement, la loi travail, c'est pas un projet sur un lieu, mais c'est un projet de société. C'est en plus d'un mode de vie qui craint, quoi. En plus d'un mode de vie. Oui, en plus d'un mode de vie. Finalement, c'est qu'ici, ça s'est cristallisé. Moi, je suis du coin, j'avais envie de retourner un peu du côté de là d'où je suis originaire. Du coup, je me suis retrouvé à squatter ici. Et après, bon, les médias en ont fait tout un tapage. Il y a ce terme de ZAD qui est omniprésent. Alors finalement, des occupations contre des projets absurdes, c'est vieux. Ouais, c'est vieux. Là, actuellement, c'est à Bure. Sauf que Bure, c'est plutôt mal parti parce que ça a déjà bien commencé à construire. Mais... il y a un jugement qui a été... où ils ont été déboutés. Ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait les choses dans les règles. C'est ça. C'est comme le Center Park. Pour le moment, ils sont bloqués juridiquement. Mais c'est pas parce que c'est impossible de construire un Center Park. Construire un Center Park sur une zone humide, sur la zone la plus protégée qui soit, c'est possible. C'est juste que tu as des règles à respecter pour détruire les espèces, pour compenser, etc. Là, ils n'ont pas fait le nécessaire, donc on leur a dit, ah bah non, il faut attendre un peu. Ils ont mis la chirurgie. Et à Bure, c'est pareil, ils n'avaient pas fait la demande d'autorisation préfectorale pour le défrichement. Sauf qu'ils ont été condamnés à remettre en place. Si ils n'obtiennent pas l'autorisation. Ah, s'ils n'obtiennent pas, d'accord. Ah ouais. Du coup, ils vont trouver, quoi. Après, bon, ça... Ouais. Mais si... moi qui suis un peu en dehors de tout ça, je pense que la priorité, quand même, c'est Bure, quoi. Parce que c'est... j'ai lu le livre Bure Stop. Ça fait peur, quoi. Ouais. Il est très bien documenté, et puis en plus, il y a l'expérience qui parle dedans, c'est pas uniquement des projections quand il parle. Moi je crois que dans celui-là, de toute façon, il y a été dans plusieurs, ce qui s'est passé au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Le projet a déjà foiré, l'incendie qui avait eu qu'une chance sur 1 milliard d'arriver est arrivé. Et je suis quand même étonné
qu'on n'ait pas plus d'informations, enfin que les gens pas plus, parce que ça fait déjà un moment qu'ils ont un projet. Ouais. Et au-delà de simplement ce que c'est de manière factuelle, c'est ce que ça impose pour le futur. Parce que là, c'est la question de dire on a des déchets, faut en faire quelque chose. Du coup, ça c'est évident. Donc, bon, faut en faire quelque chose, c'est certain, mais du coup, en faire quelque chose comme ça, bim, hop, on enterre, on le voit plus, et il n'y a plus de problème. D'une, c'est quand même un peu facile, hein, ça tu le fais à un gamin de 4 ans, mais tu ne me la feras pas à moi. Et ensuite, c'est de dire c'est une solution qui marche, donc on peut continuer le nucléaire. Alors que si on dit il n'y a pas de solution pour les déchets, parce qu'il ne peut pas y en avoir finalement. Mais il n'y en a pas. Enfin, scientifiquement, on ne sait pas comment cloisonner de manière radicale, définitive, ou d'annuler cette radioactivité. Donc il n'y a pas de solution scientifique pour le moment, il n'y en a aucune qui se dessine. Donc ce serait... Oh, putain de souhait. Ce serait de dire, on arrête le nucléaire, quoi. Et ça, ils ne peuvent pas se le permettre d'un point de vue économique. Et donc, Bure, c'est de dire, voilà, on va pouvoir continuer le nucléaire pendant encore 50 ans, parce qu'on aura du stockage pour 50 ans, donc allons-y. Bim, on fourre tout ça là-bas dessous, on dit que c'est sûr, on ferme avec une couche de béton et plus de déchets, quoi. J'avais envie de laisser à mes propres enfants, de jeunes, qui cherchent autre chose. Tout n'est pas perdu. En tout cas, qui cherchent autre chose, et le fait de chercher autre chose que ce qu'on nous propose, même si ça a ses limites, je trouve que c'est très intéressant. Humainement. Humainement, philosophiquement, à tous les points de vue. Personnellement, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on me dit que mon avenir est là que je l'accepte forcément, et j'ai le droit de me créer mon propre avenir. Et je trouve que par rapport à certains jeunes aujourd'hui à qui on ne donne qu'une seule voie, et que si tu t'écartes de cette voie, il n'y a aucune possibilité, eux, même avec leurs qualités et leurs défauts, ont le mérite de dire, s'il vous plaît, laissez-moi chercher ma propre voie. Et c'est quand même le rôle. C'est un peu la définition de la liberté, finalement, ça. Et il y a aussi le service de sécurité qui avait été embauché par Pierre et Vacances pour protéger les bûcherons, les machines, etc. et nous empêcher, nous, activistes, d'aller sur zone pour bloquer les travaux. Parce qu'en fait, le bûcheron, si jamais tu es en bas de l'arbre, il est obligé d'arrêter de couper l'arbre. Hein. Forcément. Donc, pour nous empêcher d'être en bas de l'arbre, ils avaient employé des vigiles qui, comme à Bure, mais dans une moindre mesure, étaient cagoulés, matraque télescopique, grosse gazeuse, et qui nous ont attrapés dans les bois. On s'est retrouvés à une dizaine, se faire tirer les cheveux, on s'était mis en demi-cercle, on s'était fait taper à coups de matraque, traiter de petites putes, de petites salopes, on allait se faire enculer, etc., j'en passe, quoi. Et moi, je me suis retrouvé avec une côte fêlée, un copain qui s'est retrouvé avec l'arcade explosé, et en plus, on y allait très gentiment. Mais, notre but, c'était vraiment juste de se mettre en bas des arbres, quoi, et puis là, on est tombé sur leur vigile cagoulé, Intimidation à mort. qui nous faisait courir dans les bois, quoi. Courir quand on pouvait, et puis s'ils nous attrapaient, ils nous fracassaient, quoi. C'est l'intimidation. Et là, à Bure, on s'est retrouvé avec des vigiles carrément qui étaient. Il y avait une ligne de GM et une ligne de gendarmes mobiles. Ouais. Et une ligne de vigiles, plus ou moins cagoulés, casqués, avec des boucliers en plexiglas, des manches de pioche, des battes de baseball, les protections de type un peu motocross, là, et les flics étaient là. Genoux. Ouais. Donc ils cautionnaient. Ah, complètement. Ils étaient ensemble. Quand on a parlé à un gendarme local le lendemain sur notre échauffourée, où on a pu lui parler, on lui a dit mais toi t'es quoi, t'es le défenseur de la République, t'es le défenseur de la loi. Ou de l'économie. Tu sais très bien que c'était illégal ce qu'il y avait dans la forêt. Le gars faisait pas trop le marrant, il faisait pas trop le fier, il était un peu gêné. Parce que je pense qu'il y a certains gendarmes, moi je leur crache à la gueule, ces gens-là, mais qui ont une certaine idée de ce que devrait être la République, l'ordre, etc. Et là ça allait au-delà de leur idée. Je trouve que leur idée est puante, mais là ça allait au-delà de leur idée et du coup on les avait un peu pris à partie là-dessus. De toute façon, ce qui sépare maintenant les gens du pouvoir politique, je suis désolé, mais c'est les flics, quoi. Oui. C'est pour ça que c'est qu'on s'en prend, quoi. Finalement, c'est pas tellement l'homme qui a derrière la matraque, moi, qui m'intéresse quand on les bouscule. Ouais. C'est de se dire, mais pourquoi pourquoi tu nous bloques
Pourquoi parce que derrière, il y a le capital. Donc il y a un moment donné, nous, il faut qu'on passe. Et c'est toi qui nous fais rempart. Donc, voilà. C'est ce qui fait la différence. Enfin, c'est ce qui sépare la politique de gens comme ouais. nous, quoi. Ouais. Les flics, quoi. Donc ils sont complices. Oui, pleinement complices, quoi. Moi, ou alors c'est des abrutis. C'est quand même impressionnant. Comme tu disais, le système de dire on enterre, on ne voit plus rien. Mais est-ce qu'il y a du fait qu'il n'y a pas assez de monde qui soit au courant de tout ça, ça te fait pas peur, dans le sens où tu dis je suis tout seul? Ouais, bien sûr, ouais, c'est flippant, ouais. Ouais, c'est flippant. Mais je pense qu'il peut. Enfin. Ouais, il y a trouvé des manières de mobiliser. Ouais. Il y a un réseau antinucléaire en plus qui est fort, mais qui est un peu cloisonné sur lui-même. Il y a des collectifs. Hein. Il y a des collectifs. Ouais, il y a des collectifs. Même ici sur la maison, on a un collectif assez informel, hein. On n'est pas loi de 1901, mais sur la maison, il y a un collectif de gens qui se retrouvent sur une base suffisamment solide pour décider de vouloir faire ensemble, de partager plus que du quotidien. C'est-à-dire qu'ici, sur la maison, on a un collectif qui est politique. On n'est pas juste une coloc. C'est pas uniquement pour partager un loyer, pour partager un habitat, pour partager des gestes du quotidien. Il y a une base politique qu'on partage ensemble, et c'est ça un peu qui nous fédère. On n'est pas les seuls à être dans ce cas-là, il y a d'autres collectifs ailleurs, de gens qui ne vivent pas forcément ensemble. Mais c'est vrai que par désir d'horizontalité et par refus de ce qui est trop facilement fichable, du leadership qui peut parfois être dangereux, on préfère rester dans des structures cadrées. Si on prend l'exemple purement Center Park, il y a des structures cadrées, officielles, elles n'ont pas plus de voix que nous. Sinon moins parce que voilà, c'est la société spectaculaire. Et c'est ce que j'allais dire, c'est les médias qui remportent tout. Et du coup, nos modes d'action, parce qu'ils sont atypiques, parce qu'ils sont illégaux, violents, parce qu'ils sont parfois virulents, ça n'a pas été le cas ici, hein, mais ça n'a pas été le cas, ça dépend de ce qu'on appelle. Moi je considère qu'il n'y a pas eu de violence parce que personne n'a été pris à partie. Les vigiles ne sont pas pris de cailloux, les flics non plus. Après, il y a des machines qui ont été abîmées, il y a des Algeco qui ont été saccagés, etc. Donc il y a quand même un peu de virulence dans les actes. Il y a eu une marche au flambeau, rien que de se balader avec des flambeaux en plein milieu de la nuit pour aller vers là où il y a les vigiles. Même si on n'a pas pris physiquement les vigiles à partie, il y a un côté un peu qui est spectaculaire. Et du coup, les médias, il leur faut du spectaculaire à se mettre sous la dent. Et même, du coup, ça nous donne une voix qui est parfois disproportionnée par rapport au nombre qu'on est réellement, d'ailleurs. Peut-être, je sais pas. Après, il y a plein de gens aussi que ce mode d'action-là fédère, parce que de rester plan-plan et de dire vous êtes pas très gentil, il y a plein de gens, ça leur va plus comme moyen d'action, quoi. On a eu une très longue période, je pense, de laquelle ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on commence à en sortir, où il y avait un endormissement et où on allait manifester très tranquillement à l'appel des syndicats et là, après je sais pas, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que depuis les contre-sommets contre l'OTAN, contre les G8, etc., il y a eu une reprise de ce qu'est la manifestation d'un point de vue historique. Tu trouves, toi? Ouais, mais c'est épars, hein, mais... Moi, j'ai connu des manifestations, j'ai participé à des manifestations, on se battait pour avoir quelque chose. Là, maintenant, on se bat pour préserver ce qu'on est en train de nous piquer. Donc, j'ai l'impression que les années 80-90 ont été pauvres dans toutes ces manifestations, justement, pour demander des droits. Moi qui suis du milieu professionnel dans les années 95, on a fait grève pour avoir des acquis qu'on a obtenus. Pas mal de gens. Ouais. Moi, je suis mais dans ces années-là, on se battait pour avoir quelque chose. Ouais. Il y avait des grèves pour obtenir des acquis, pour améliorer des conditions de vie. Puisque là,
c'est plus le cas. Donc je pense que, en discutant avec Gilles tout à l'heure, les gens, ils crèvent pas assez de faim. Depuis les 35 heures, on n'a rien obtenu de positif en fait, on est toujours dans le recul. C'est ce que les médias véhiculent, en nous disant qu'on est dans un pays, on est pratiquement des nantis vis-à-vis du monde, du globe, quoi. Oui. La France est un pays nanti, c'est ce que véhiculent les médias, et que les gens arrivent à croire, quoi. Ouais. Mais je crois pas qu'on est encore dans un pays avec des gens en colère, pas encore. Pas encore. Je dis pas qu'il faut pas se battre. Je dis pas que le fait de se battre contre le Center Park, c'est pas légitime. C'est pas ce que je veux dire. Mais je crois que il faut des gens en colère. C'est bien d'être en colère. Il faut toujours être en colère dans la vie. Mais c'est pas encore le moment, je crois. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. En tout cas, moi, tant que le capital tient, je serai en colère. Moi, l'avantage qu'il y a entre toi et moi, enfin, l'avantage que tu as par rapport à moi, c'est que toi, tu es jeune. Tu vois, et voilà, c'est ça. Et c'est ce qui fait la force. Oui, oui. C'est évident que, pour en avoir discuté avec Gilles longtemps, c'est sûr qu'il y a 30 ans en arrière, je serais là. C'est sûr. C'est clair. Ouais. Et quelque chose de sûr aussi, c'est que moi, il y a un moment donné, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qu'est-ce qui te manque, tu me disais qu'est-ce qui te manque le plus à être là, c'est cette sécurité dans le temps en fait. Et de part, parce que bon voilà, au-delà de, je suis pas juste un manifestant qui aime bloquer la police et les tractopelles. Ça fait déjà 5 ans que je suis dans les squats et tout, et ça commence à faire un bout de temps quoi. Il y en a qui restent plus longtemps que moi, hein, mais... Tu commences à faire partie des vieux, quoi. Enfin, des anciens, quoi. Bon, il y en a des plus vieux que moi. Ouais, mais tu comprends, 5 ans... Il y en a des plus déterminés que moi. Oui, bien sûr. Mais durer 5 ans, c'est déjà... Voilà, j'ai aussi des projets un peu plus constructifs. Et c'est ça qui est aussi fabuleux quand on occupe la zone pour lutter contre un projet plutôt que juste faire des pétitions, c'est qu'on construit derrière. Donc bon, par exemple, tu vois, là, il y a certaines étagères, c'est nous qui les avons fabriquées. On a un jardin dehors, on a des animaux, on fait de la transformation, etc. Transformation alimentaire. Ici, il y a de la charpente qui se fait. Et ça, c'est des passions profondes et un mode de vie qu'on espère pouvoir transposer dans le temps, pouvoir s'installer. Moi, j'aimerais bien être fromager, avoir des brebis, faire mon fromage. Et je sais bien que c'est pas ici que je le ferai. Donc je sais aussi qu'à un moment donné, je vais sans doute mettre une distance avec les mouvements d'occupation, avec les mouvements de squat. Tu vas grandir? Non, c'est pas forcément ça. Je vais m'embourgeoiser plutôt, je dirais. Mais je crois pas. Parce que je crois pas. Mais c'est pas. Ça fait combien de temps que tu vis là? Mais c'est pas. C'est pas fort. Je dis comme ça, mais c'est pas forcément m'embourgeoiser dans le sens où j'ai envie d'avoir une sécurité foncière derrière moi. Tu vois, c'est ça. Quoi. Pouvoir accéder à la propriété ou accéder à un fermage, un truc qui soit sécuritaire, quoi. Ouais. Et que. Mais je pense pas que ce soit une notion de grandir ou quoi. Tu vois. C'était pour le mettre en opposition à grandir, le embourgeoiser. Oui, j'ai compris le... Mais après, je te rassure, quand tu es en colère, tu es en colère toute ta vie. Ah oui, oui. C'est pas... Enfin, j'ai 55 piges, il y a des choses qui me révoltent et... J'ai ramené du fromage et des patates sur les barricades, quoi. Ouais, voilà. Mais après, le fait peut-être d'avoir des enfants fait que tu vas peut-être... Oui. Enfin, entre guillemets, te poser et puis voir les choses différemment. Et peut-être rentrer dans le rang. Jusqu'à un certain point, ouais. Ouais. Ça t'empêchera pas d'être en colère. Mais à force de cumuler les peines, mine de rien, ils sont arrivés à quelque chose. Par exemple, je suis un grand adepte du vol à l'étalage. C'est quelque chose que je prône. Et là, du coup, j'ai 2 mois avec sursis avec une mise à épreuve pendant 2 ans. La mise à épreuve pendant 2 ans, ça veut dire que si je ne travaille pas pendant les 2 ans à venir, ou formation, ou voilà, donc moi je monte mon entreprise en tant qu'apiculteur, et ben je retourne en prison. J'ai déjà été en prison pour ces actes-là. Pas que pour le vol à l'étalage, j'ai fait d'autres actes, je participais au mouvement contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et du coup j'ai été condamné à 4 mois ferme.
Et une fois que tu as été condamné à du ferme, tu as un truc qui te revient toujours, quoi. Toujours. Tu te fais contrôler par les flics dans la rue. Si tu as le malheur de leur donner ton vrai nom, ils ont direct ton fichier. Derrière ça, j'ai un sale casier judiciaire, j'ai une interdiction de port d'armes. Du coup, ils cherchent la petite bête, et puis la dernière fois, ils ont trouvé mon Opinel au fond du sac. Voilà. Et du coup, au mois de janvier, je repasse pour violation d'une interdiction de port d'armes. J'avais un Opinel dans mon sac à dos. Donc c'est dire le niveau de terrorisme. Ouais, c'est pas vain de se battre, de combattre, mais ça reste quand même assez compliqué. Tim, tu peux aller plus loin, s'il te plaît? Allez. File. Quelque part, de toute façon, ces jeunes J'en ai pas en cause leur engagement, hein. C'est pas ce que je veux dire par là. Hein. Ouais. Parce que tu peux très bien être fils d'eux et puis faire chier. T'as le droit, ouais. T'as le droit. T'as le droit. T'as le droit de vivre aussi. Hein. Non, mais t'as le droit de vivre avec tes principes à toi et pas ceux de tes parents aussi. Hein, même si t'as pas de principe au départ, tu peux les acquérir. Tu peux les acquérir. C'est ce qu'on a tous fait. Voilà, exactement. Et puis faire ton propre chemin de vie, quoi. Ouais. Donc ma question était surtout de savoir Tu vas te mouiller les pieds. Surtout de savoir qui ils étaient réellement, quoi. Je pense qu'au départ, ces jeunes sont... Ils sont quand même instruits. Enfin, je veux dire, ils sont pas... Alors, globalement, ils sont instruits et certains, tu sens qu'ils construisent leur culture là. Leur intelligence. Leur intelligence collective. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Parce que instruction, on peut pas dire intelligence. Oui. Et ils sont beaucoup dans une perspective de quelque chose qui est un peu aléatoire comme ça, surtout dans notre société à nous qui aime bien empiler les connaissances, les savoirs et les richesses. Eux sont plutôt dans une dynamique de déconstruction. Alors qu'est-ce qu'on appelle la déconstruction? C'est un truc qui peut sembler un peu fumeux, mais c'est en même temps qui est relativement aisé à comprendre. C'est-à-dire que pour faire de la place dans ta tête, il faut commencer par vider. C'est ça. Vider cette façon, vider des préconçus. Je sais pas, manger à telle heure, travailler, occuper sa place dans le monde en ayant des valeurs communes. Eh bien, c'est des valeurs qu'on a pu avoir par le biais de nos parents quand même. Ou de notre etc. cursus scolaire, quoi. Exactement. Il faut effacer tout ça. Voilà, on efface. On formate. On efface, on fait de la place, et puis on reconstruit ensemble. Ce qui est réellement utile à la communauté, à moi, voilà. À nous. Chacun et chacune a des choses à transformer, a des choses qui est venu transformer ici. Voilà. Alors, c'est vrai que tu l'as remarqué, et pas mal de personnes à qui j'ai parlé de cette expérience l'ont remarqué aussi. Ce qui est à la fois, selon moi, leur force et leur faiblesse, c'est plus, comme tu le dis toi-même, une somme de parcours individuels, 1 + 1 + 1, c'est ça, que un groupe, une communauté construite, hiérarchisée, voire même peut-être une secte où on a une organisation pyramidale avec un leader, toc, des lieutenants, machin, et puis la base, etc. Eux, on rase tout ça, on déconstruit ça, on met 1 + 1 + 1 + 1, ce qui fait qu'on a beaucoup de parcours individuels finalement. Il y a forcément des gens qui vont revenir te dire ah oui là tellement il y a une manif pour ça, il y a une manif pour le soutien aux migrants, là il faudrait qu'on aille
il faudrait vraiment qu'on aille à tel endroit parce qu'il y a des fachos qui sont en train de se réunir pour casser la gueule aux migrants. Forcément, comment est-ce qu'on va assumer de rester là dans notre coin alors qu'à quelques kilomètres, en fait, il y a besoin, quoi. Une personne va s'intéresser plus particulièrement à son environnement, la forêt. Une autre va plutôt cultiver un engagement politique qui va affiner à coup de lecture et de discussion. Et c'est un peu illusoire de dire, par exemple, qu'on se retrouve dans la lutte contre le Center Park, parce que certains vont dire, certaines vont te mettre en avant qu'en fait, eux, ils sont pas là spécialement. Enfin, c'est pas ça qu'ils veulent mettre en avant. Dans la communauté ZAD, il y a encore une sous-communauté qui va encore plus loin dans la déconstruction et qu'ils appellent, eux, primitivistes. Primitivistes, c'est-à-dire qu'ils sont même plus en autonomie, ils sont en autarcie. Et ils essaient d'aller le plus loin possible dans cette autarcie, par exemple en forgeant leurs propres outils. Voilà. Et après, effectivement, c'est des parcours individuels. En plus d'être dans un engagement total, en fait, on est sur plusieurs engagements à la fois. On est sur plein d'engagements à la fois. Qui créent une intelligence collective. On va quand même assez régulièrement se poser les questions de nos bases politiques communes. Le fait qu'à tel moment, les personnes aient plutôt envie de se concentrer sur ça que sur ça, des fois ça va créer des écarts. Et donc c'est en ça que moi j'ai perçu, au fil des discussions et au fil des moments que je vivais avec eux, vraiment cette chose qui est forte pour eux, qui est une école de vie. Vendredi 11 novembre 2016. Nous sommes à mi-chemin entre l'avis du rapporteur du 3 novembre et la décision de la Cour d'appel du 22 novembre, qui scellera peut-être l'avenir du Center Park de Roibon. Ce 11 novembre, Bergère me propose une balade. Il tombe des seaux aujourd'hui. Alors nous allons nous protéger de la pluie à Akata, la cabane aux cheveux longs, comme j'aime bien l'appeler. Elle me raconte la forêt, ce que 2 ans de vie dans les bois ont projeté d'imaginaire en elle. Là en ce moment on est aussi en train de se mettre en relation avec des gens qui imaginent des alternatives quoi, sur les gestions forestières, contre les gestions forestières qui sont faites aujourd'hui, massives, industrielles, etc. On est en train de voir, moi ce qui m'intéresse particulièrement dans cette recherche-là, c'est le questionnement sur nos imaginaires en forêt, sur ce que la forêt représente pour nous et ce qu'on irait détruire, on irait profondément détruire en nous aussi, en rasant la forêt ou en l'industrialisant, ou même en la sanctuarisant, quoi. Parce qu'il y a aussi cette dynamique-là aujourd'hui où en fait on va raser ou exploiter une bonne partie des forêts, mais il y a des petites forêts très belles qui restent, des endroits protégés qui sont devenus des musées vivants. Des parcs naturels. Des parcs naturels. Et du coup, ces choses. En fait, c'est. Et souvent, les gens nous le disent, mais en fait, les forêts, il y en a plein, quasiment on s'en fout, quoi. Ça fait des siècles qu'il n'y a pas eu autant de forêts en France, pourquoi vous nous embêtez avec la forêt? La forêt va très bien, on devrait plutôt se concentrer sur l'agriculture. Enfin, même c'est un débat chez les militants aussi, hein, militantes, parce qu'il y en a plein qui vont dire, mais en fait, la forêt, c'est quand même pas du tout une priorité, enfin, ça va, quoi. Du coup, amener la question de... Bah non, en fait, c'est quel type de forêt qu'on a aujourd'hui, c'est même plus de la forêt, c'est de la monoculture. C'est géré industriellement, et ce qui n'est pas géré, en fait, c'est... Laissé à l'abandon. C'est pas grave, pour moi, c'est pas grave que ce soit laissé à l'abandon, c'est pas ça la question, mais c'est que, en fait, même ce qui n'est pas pour l'instant exploité, il y a quand même des envies de l'exploiter au final. Enfin, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ça reste protégé, entre guillemets, que ça va rester protégé, quoi. Il y a cette histoire, comme ici au Center Park, il y a cette histoire d'en faire des zones touristiques, ce gros tourisme vert qui se développe là.
Merci, la parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député. Vraiment, celui qui tient la boîte de Center Parc Pierre et Vacances, là, c'est le champion pour ça, et pour lui, pour lui, l'avenir du tourisme, elle est dans le tourisme vert, quoi, dans tous les territoires à exploiter. Vert industrialisé, quoi. Ouais, mais lui, il en parle comme tourisme vert. Il parle d'or vert. Enfin, pour lui, c'est sa perle. L'exaspération de ceux qui subissent une occupation illégale d'un territoire et qui l'occupent sans titre. Bah oui, c'est ça, et du coup, il y a cette histoire de tourisme, il y a quand même... Puis il y a tout ce qui va avec, parc nature, accrobranche, machin, truc, machin. Et il y a à côté de ça, ils vont aussi continuer et intensifier les dynamiques d'industrialisation. Il y a des endroits où c'est des pins, enfin c'est de plus en plus souvent, quoi, des forêts qui étaient apparemment avant étaient des forêts mélangées, où il y avait des types d'arbres différents, etc. Aujourd'hui c'est des lignes de pins, clac, 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 et qui sont cultivés, quoi. C'est de la culture, où quand ils vont arriver à maturité, il y a des kilomètres qui sont rasés. Péripéties qui ont émaillé la préparation et l'installation et les décisions concernant cet équipement, qui est un équipement qui doit en effet créer près de 500 emplois, donc qui est important pour ce territoire. Hop, ça, on va replanter d'autres, ça va repousser. Parce qu'en plus, ils peuvent même pas le laisser pousser tel quel, parce qu'après, ça va faire des arbres, comme on voyait tout à l'heure, des arbres qui font des rejets, des tailles qui seront pas du tout droits, et après, ça les intéresse pas. Ou alors, ils vont laisser faire des rejets et ils vont les couper pour faire du bois de chauffage. Enfin, c'est toute une dynamique, quoi. C'est une gestion particulière, mais c'est un truc monstrueux. Et en même temps, nous avons la responsabilité de concilier les constructions et la protection de l'environnement. Et qui est essentiellement monétarisé, quoi. Ouais, et ces arbres, oui c'est ça, c'est complètement monétarisé, les arbres qui sont choisis, par exemple aujourd'hui c'est beaucoup de pins de Douglas, ce genre d'arbres, de résineux beaucoup, parce qu'ils poussent plus vite et plus droit, et du coup le but c'est d'arriver à réduire le temps de la révolution, c'est-à-dire le temps de pousse d'une forêt, d'un arbre. Le maître d'ouvrage a pris ses responsabilités en accord avec les élus responsables du département qui se sont engagés, qui ont travaillé, qui sont en train de revoir le projet pour respecter les règles du Code de l'environnement. Le ministère de l'écologie est à leur côté pour améliorer ce projet. Du coup c'est vraiment une logique, c'est cette logique qu'on combat partout, et en fait... Moi tout à l'heure si je parlais des imaginaires, c'est parce que j'ai l'impression que dans nos têtes, la forêt ça reste plus ou moins protégé de cette logique-là. Dans la manière dont on a construit notre imaginaire autour de la forêt, c'est encore un espace qui nous fait rêver, dans lequel on peut aller se promener, dans lequel on peut s'échapper un moment. À côté des grosses villes, il y a des forêts, bien souvent dans lesquelles les gens vont se balader, il y a des bois, il y a des trucs. Et en fait, du coup, ça reste un peu cet espace qui échappe à la logique commerciale globale, quoi. Et en fait, c'est pas du tout vrai. Pour moi, on entretient ce mythe-là, alors qu'aujourd'hui, c'est exploité, géré, et en plus et du coup c'est fait en dehors du regard de la plupart des gens qui font, en fait on fait comme, on voit pas, quoi, on nous le dit pas et on va pas chercher, du coup c'est une thématique qui intéresse que les professionnels, quoi, que les professionnels Dès lors que le projet sera redéfini, décidé, à ce moment-là, l'évacuation aura lieu pour que le bon ordre républicain reprenne ses droits. Et ça c'est pas du tout évident aujourd'hui, parce que les forêts, en fait, on s'est rendu compte de ça aussi dans nos recherches, qu'elles sont en France, elles sont à 3/4 privées. Ouais. 3/4 du patrimoine forestier, ça appartient à des privés, quoi. Ouais. Et en fait, c'est marrant, parce que si on s'en rend pas tant compte, c'est que la propriété forestière, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est pas parce qu'on possède des terres qu'en fait les autres ne vont pas y aller. Il y a encore des droits d'usage aujourd'hui en forêt. Il y a des chasseurs, c'est un exemple, même si nous, ouais. Je suis là. Ouais. On parle de moi. Ouais, les chasseurs, idéologiquement, moi, je me sens pas très proche de la chasse, mais en fait, ils sont... concrètement, c'est encore eux qui, souvent, ont le droit d'usage en forêt, quoi. Ouais. Et il y a encore des endroits, il y a encore des communes ou des endroits où les gens ont le droit et vont faire leur bois de chauffe dans les forêts communales, par exemple. Et ça on a envie de dire, ça existe encore, on va
on va le visibiliser et puis allons-y, réclamez-le. Enfin, il y a des communes où c'est possible de le réclamer, si vous en avez besoin, réclamez-le. Enfin, et puis même si c'est pas possible, en fait, on va faire en sorte que ce soit possible si on peut, quoi. C'est parti, quoi. Enfin, il y a plein de choses à ressortir et c'est assez chouette parce que avec cette thématique de la forêt là, pour moi on vient toucher l'histoire de ok, est-ce que ce qu'on veut c'est un truc qui ressemble à un retour en arrière, parce qu'il y a un peu de ça, et en fait en même temps c'est pas du tout ça, on n'a pas envie de retourner au privilège où les pauvres avaient le droit de faire leur bois dans la forêt parce que c'est les seigneurs chassaient dans la forêt, je sais pas qui possède la forêt, et les clercs possèdent la forêt peut-être. Mais on n'a pas envie de retourner à ça, mais en même temps il y a des choses qui se faisaient et dont on a été dépossédés, des savoir-faire et des pratiques, etc. Et ça on a envie de les mettre en valeur. Et Donc puis, c'est se réapproprier ces valeurs. Se réapproprier des trucs. Réapproprier des choses et aller en explorer d'autres, parce que la forêt... Et aller en explorer d'autres. Voilà, territoire d'exploration, quoi, comme ça c'est fait ici. Et on a envie, moi j'ai envie, et je suis pas la seule, je sais, à avoir envie que ce soit possible, c'est juste hyper important. Pour moi c'est vital qu'en fait, aujourd'hui on a besoin d'espaces où c'est possible d'aller explorer en dehors des sentiers déjà battus, quoi. C'est hyper important d'avoir ces espaces physiques, que ce soit pas que des espaces dans nos têtes. Et en fait, les deux sont liés. En fait, si on a des espaces physiques, ça va nous ouvrir des espaces dans la tête, quoi. La forêt, si elle est aussi présente en littérature, moi j'ai un peu étudié ça puisque j'aime bien la littérature encore. Et ben en fait, si elle est aussi présente dans la littérature, dans les contes, dans l'imaginaire, encore une fois, c'est qu'on en a besoin. On a besoin de ça. Enfin, on a besoin. Elle nous nourrit dans la tête, quoi. Elle nous nourrit parce que c'est un espace qui nous fait rêver. C'est un espace où on va se dire, en fait, merde, là, on n'est pas. C'est un espace différent, quoi. On n'est pas forcément à l'aise en forêt. Moi, ça m'avait éclaté de lire des trucs sur les espèces de peur de forêt, de peur de la forêt qu'ont les rationalistes. Parce que la forêt, ça échappe complètement la plupart du temps, ça échappe à notre compréhension. En même temps, aujourd'hui, on commence à bien la comprendre, les biologistes commencent à bien comprendre. C'est un lieu où on se perd, la forêt. On se perd, et quasiment tous les contes en forêt, tous les récits, les gens se perdent en forêt. Et du coup, sont transformés parce qu'ils se perdent aussi. Il y a des espaces où les gens muent, quoi. Ouais. Et voilà, le conte, la question du conte, c'est trop bien, parce que la forêt est super présente et c'est super intéressant de voir dans quelle mesure, enfin, de quelle manière elle est présente. Mais les contes, ça véhicule des tas d'idées dont j'ai pas spécialement envie de me réjouir non plus aujourd'hui, quoi. Du coup. Ouais. Va falloir, c'est cool, on fait des ateliers d'écriture pour réécrire des contes, on va faire des trucs comme ça, je pense qu'on va s'amuser là-dessus. D'accord. Ça va être chouette. Au-delà des luttes anticapitalistes et altermondialistes, ces 9 mois en leur compagnie m'ont démontré ce qu'ils m'avaient d'ailleurs dit dès le premier jour. La ZAD, c'est d'abord pour nous une école de vie.